Voilà. Donc je pense que maintenant, on va pouvoir attaquer avec Laurent Ozon son ouvrage et les perspectives. Donc je connais... j'ai voulu intituler l'émission, je ne sais pas si Laurent Ozon sera d'accord, qui donc signe France les années décisives aux éditions Bios ou Bio Bios, je crois qu'on dit. Bios. Oui. Bon, parce que c'est... On peut entendre des bio. Alors oui, c'est vrai. Bon, Bios. Bon. Donc j'ai pas voulu mettre un titre négatif, comme on a l'habitude souvent à Radio Courtoisie de se lamenter sur la décadence. Et donc j'ai intitulé cette émission Reconstruire sur des ruines, parce que ça me paraissait plus positif. Alors Laurent Ozon, sans être un habitué de Radio Courtoisie, est quand même placé à plusieurs reprises, notamment dans les émissions que j'anime. Donc Laurent Ozon est né en 1967, il est industriel, père de 4 enfants. Je dirais que c'est un intellectuel transversal, donc qui ne se réfère ni à la droite ni à la gauche, et qui a développé une pensée très originale et assez unique en France, en particulier sur le thème de l'écologie, puisqu'il a fondé et dirigé pendant plusieurs années une revue qui s'appelait Le Recours aux forêts, donc une allusion quand même à Ernst Jünger, même si l'ouvrage, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ne porte absolument pas sur la marche à pied. Donc Laurent Ozon a été également... animateur d'une très courageuse campagne à l'époque de l'agression anglo-américaine, de l'OTAN, on peut dire, contre la Serbie, qui s'appelait Non à la guerre. Laurent Ozon a de nombreuses cordes à son arc. On en parlera certainement, puisqu'il a été brièvement, mais membre du bureau politique du Front National avec Marine Le Pen, avant d'en partir à la suite peut-être de divergences qu'on abordera par la suite. Donc, Laurent Ozon est un intellectuel dans le bon sens du terme, comme vous allez le voir. C'est quelqu'un que j'apprécie justement parce que c'est pas un homme qui a des bornes et des barrières et des œillères autour des yeux. C'est quelqu'un qui pense par lui-même et qui crée des choses. Donc, au lieu d'aller les piller chez d'autres, il développe toujours des idées, et c'est un ouvrage assez court, c'est très didactique, on pourrait-on dire, comme certains auteurs qui font des grands succès de librairie. C'est-à-dire que l'ouvrage fait 100 pages exactement. Alors je regarde, 1, 2, 3, 4, il y a 5 pages pour le sommaire, avec chaque chapitre est divisé en une série de sous-chapitres. Et on pourrait dire que c'est très didactique, mais en réalité, c'est extrêmement dense. Et on pourrait dire qu'un peu, sans vouloir flatter Laurent Ozon, à la manière d'Héraclite, beaucoup de phrases peuvent être développées très longuement. Donc, vous dites que c'est vous le présentez comme un recueil d'articles, mais en réalité, c'est un dialogue. Oui, ou c'est une réécriture de choses, parce que vraiment, je ne vais pas dire que c'est un programme, mais enfin, on a l'impression que c'est un programme de reconstruction de la France. Oui, alors bon, peut-être plus modestement, France, ces années décisives, c'est un livre qui est mon premier livre d'abord. Faut que je vous le dise. Vous savez que j'interviens souvent de façon audiovisuelle ou parfois par des articles que j'ai publiés sur de nombreux sujets. Mais j'ai toujours eu une petite difficulté avec le passage à l'écrit, parce que pour moi, le fait de rédiger un livre, c'est forcément d'essayer d'écrire, non pas pour tout de suite, mais d'écrire dans le temps, c'est-à-dire de pouvoir être lu au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, en se disant, les gens qui le liront à ce moment-là pourront le relire avec profit. Et donc, quand pendant des années, j'avais énormément de choses dans mon ordinateur qui pouvaient donner matière à faire des livres, mais pendant des années, j'ai été un peu bloqué par le passage livre, on va dire, pas par le passage écrit, mais par le passage livre, tout simplement parce que je n'arrivais pas, en fait, j'étais toujours trop long pour moi, je pense que quand on fait des livres, il faut essayer de faire des livres qui soient pas simplement des livres de situation,
mais qui est une durée de vie. Si on veut simplement s'inscrire, je dirais, dans la guerre médiatique ou dans la guerre d'influence de notre époque, en clair, essayer d'exister ou de faire entendre un discours ou une analyse ou un point de vue, etc., dans le maelstrom, je dirais, des débats de la société actuelle, on raisonne de façon purement quantitative. En clair, si demain je fais une vidéo sur YouTube qui est vue par 20 000 personnes, ce qui m'est déjà arrivé, puisqu'il y en a quelques-unes en ligne qui ont à peu près ce type d'audience-là, ce qui n'est pas énorme, mais qui représente quand même beaucoup de monde, avant de pouvoir une vidéo de, d'une heure et demie ou 2 heures, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait beaucoup de texte théoriquement. Une vidéo qui dure 1 heure et demie ou 2 heures, une conférence qui fait 1 heure et demie ou 2 heures, ça fait beaucoup de texte. Eh bien, je pense que si j'avais pris ces textes-là et que je les avais publiés, je n'aurais probablement pas eu 20 000 personnes pour les lire. Donc, pour moi, le passage à l'écrit n'est pas la volonté simplement de produire de réagir et d'être en prise avec une sorte d'actualité instantanée et de s'inscrire dedans. C'était vraiment pour moi d'essayer d'être très synthétique, très pratique et très synthétique. Et peut-être que ça explique aussi la forme de ce livre-là, parce que j'ai voulu effectivement faire un livre dans lequel on puisse rentrer très facilement par des sujets assez larges, puisque j'aborde pas mal de débats d'actualité, de le faire de façon très concrète et pratique, parce que je ne suis pas, même si vous voulez bien me décerner le titre d'intellectuel, d'ailleurs je ne suis pas certain d'en être très, très content, je ne me perçois pas moi-même comme un intellectuel, je suis plutôt un homme de terrain, vous voyez, je suis un industriel, je suis père de famille, j'ai 4 enfants, je suis un homme qui est dans le concret de l'économie, de la vie quotidienne, et pas trop un intellectuel, en tout cas j'en ai pas vraiment ni le tempérament ni la carrière. Mais j'ai voulu faire un livre qui soit un livre qui aborde des questions concrètes de notre époque, en leur donnant un peu de profondeur, si possible, d'analyse, et surtout en le faisant avec cette idée que on puisse rentrer dans le livre de façon très, très rapide sur les sujets qui nous intéressent. Ça peut être la question du mariage gay, ça peut être la question de la notion d'identité, ou les problématiques liées à notre économie, ou tout un tas de choses. Et je me suis dit simplement, il faut que ce livre soit aussi accessible dans notre époque où il y a encore beaucoup de gens qui lisent, mais où les nouvelles générations ont quelques problèmes quand il s'agit de lire des choses qui dépassent plus de 3 pages. Je me suis dit qu'il fallait faire un livre qui soit pratique, qui se présente un peu comme un site internet d'une certaine façon, avec des entrées multiples, dans lequel on puisse venir facilement et dans lequel on puisse trouver de façon synthétique et si possible claire, parce que je me méfie beaucoup des abus de théorie ou de références bibliographiques qui permettent en fait à chacun effectivement de prendre un peu de recul avec ce que nous vivons aujourd'hui, puisque je pense que, et j'en terminerai là, je pense que nous sommes vraiment à un tournant capital de l'histoire de notre pays, et je pense qu'il était peut-être utile d'y voir clair. Alors justement, effectivement, j'avais oublié de le préciser, parce que vous êtes multifonction, multitâche, évidemment. On va peut-être dire essayiste, si vous préférez, intellectuel. Enfin bon, même aussi, moi qui suis journaliste et écrivain, je rejette totalement l'idée de l'intellectuel parce que c'est lié à l'affaire Dreyfus. Mais donc, on est bien obligé, à partir du moment où on écrit, on est bien obligé, les gens vous qualifient un peu d'intellectuel facilement. Mais donc, effectivement, il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler en vous présentant, c'est que depuis 3 ans, vous animiez Maison Commune, qui était un cycle de formation de haut niveau, et vous avez également fondé depuis le Rassemblement pour un mouvement de remigration, et donc vous intervenez en fait sur Internet par un ensemble de vidéos, etc., ce qui fait que les gens vous connaissent. Si on va sur Internet, si on tape Laurent Ozon, OZON, on vous trouve facilement en train d'intervenir. Je dirais que ce livre est plutôt peut-être un manifeste. Vous n'espérez pas en vendre des centaines de milliers, mais c'est pour prendre date, pourrait-on dire. Oui, alors Maison Commune est un organisme de formation qui en fait organise des séminaires depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant effectivement, qui organise des séminaires de formation pour le personnel, on va dire pour les cadres de ce que j'appelle la périphérie politique, c'est-à-dire en clair de tous les mouvements qui n'occupent pas le noyau oligarchique, on va dire, du pouvoir en France, que j'appelle donc périphérie politique, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça d'ailleurs, et donc Maison Commune organise des séminaires, nous avons organisé plusieurs dizaines de séminaires qui regroupent parfois des petits cénacles de 15 personnes et des fois plus, on a été jusqu'à 300, 400 personnes, et
ces séminaires ont pour but de faire travailler les gens, c'est-à-dire de les faire réfléchir, avancer, travailler de façon constructive sur, par exemple, on a fait des séminaires avant les municipales, quand il y avait les municipales la dernière fois, on a préparé des séminaires, on a fait des séminaires avant les européennes, on a fait des séminaires sur la fonction du politique et les objectifs du politique, sur qu'est-ce qu'une bonne gestion municipale. Bref, Maison Commune est un organisme de formation qui s'adresse à la périphérie politique et qui continue ses activités. C'est pas moi qui suis au cœur de tout ce qui se passe dedans, parce qu'il y a d'autres intervenants, et heureusement d'ailleurs, parce que je pourrais pas parler de tout, mais voilà, donc c'est une organisation qui était effectivement, je l'ai créée, mais qui est aujourd'hui qui continue sa vie. Et quant au mouvement pour la remigration dont vous parliez, c'est un mouvement qui a été créé il y a maintenant le 21 septembre de cette année, donc vous voyez c'est tout récent, et mon livre a été publié, a été mis en vente le premier jour, donc à l'occasion de ce rassemblement qui s'est tenu à Paris et qui a rassemblé près de 200 personnes pour lancer en fait ce mouvement qui a pour objectif en clair de rendre crédible, accessible, crédible et compréhensible la question de l'inversion des flux migratoires dans une perspective qui ne soit pas celle qu'on connaît depuis 40 ans et qui nous a amené à l'échec, c'est-à-dire un mélange entre des slogans et des crises passionnelles ou des crispations diverses et variées, mais qui soit une approche pragmatique construite, qui s'inscrive dans le temps. Pourquoi ? Parce que mon analyse est assez simple de ce point de vue-là. Vous savez, il y a deux types d'approches, de façon d'aborder les problèmes. On peut les aborder, enfin c'est peut-être un peu synthétique, mais bon, en clair, on peut les aborder en 2D ou en 3D. C'est-à-dire, vous pouvez sortir un programme pour dire, moi, demain, je rase gratis et je vais faire ça, mais évidemment, vous ne serez pas élu, donc vous pouvez toujours faire autant de programmes que vous voulez, ça ne servira jamais à rien. Les 18 propositions, les 36 propositions, les 45 propositions, soit vous êtes en situation d'accéder au pouvoir et à l'exécutif, et donc ce que vous faites comme programme a éventuellement un sens, même si vous vous souvenez de ce que disait Jacques Chirac à propos des promesses électorales, qui n'engagent que ceux qui y croient. Ou alors, vous inscrivez votre travail, ce qui est notre cas, dans la logique du temps en train de se construire. Quel est notre pari ? Notre pari qui est un pari bien malheureux, malheureusement, c'est un pari, je pense que nous pouvons tenir sans grand risque. Nous faisons le pari que la société multiculturelle va s'effondrer. Nous faisons le pari que la société, que le dispositif d'organisation de société qui s'est mis en place en France de façon totalement anarchique ces dernières années, mais pas anarchique pour tout le monde, ne va pas tenir, n'est pas durable, n'est pas soutenable, pour reprendre un vocabulaire très écologiste, et qu'il va se dégrader, s'effondrer, plus ou moins rapidement et plus ou moins lentement dans les années qui viennent. Que ce qui n'a pas été envisageable ou compréhensible par la majorité de la population il y a 10 ans va l'être dans 10 ans, ou commence à l'être aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a près de 65% de la population aujourd'hui qui pense qu'il y a trop d'immigrés en France. Quand vous dites qu'il y a trop d'immigrés, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait moins. Et quand vous voulez qu'il y ait moins de quelque chose dont il y a trop, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez le mouvement inverse de celui qui a eu lieu précédemment. Donc, en clair, s'il y a 65% de Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, ça veut dire qu'il y a 65% qui voudraient qu'il y en ait moins, et donc 65% qui sont pour qu'il y en ait moins, et qu'on prenne les dispositions probablement pour que ça se passe. Simplement, je terminerai simplement là-dessus, le mouvement pour la remigration n'est pas une plateforme de programmes supplémentaires pour dire il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. C'est un mouvement qui s'est créé qui s'inscrit dans la durée, dans les années qui viennent, et qui part du principe qu'à un moment particulier de notre histoire, dans les mois ou dans les années qui viennent, la population, notre population, mais aussi une grosse partie des populations qui sont venues s'installer dans notre pays depuis 40 ans, vont s'apercevoir que tout cela va craquer, que tout ça va s'effondrer et que les résultats de cette politique insensée, de cette anarchie migratoire qui fonctionne encore au moment où je vous parle, vont produire des effets absolument désastreux et qui vont toucher non pas simplement à leur métier, à leur portefeuille, mais à la sécurité, à leur vie, à la sécurité de leurs enfants, de leur famille. Et lorsque, vous le savez, les populations réagissent le dos au mur, et lorsque la conscience très claire de l'urgence de prendre des décisions sera devenue évidente dans la population, et que par ailleurs, des partis politiques, j'espère le Front National, aura innervé en quelque sorte l'exécutif, les exécutifs en France, alors il y aura la place, il y aura à un moment une ouverture, c'est-à-dire la possibilité d'une écoute réelle du grand public. Je ne parle pas simplement des gens qui, comme nous, et probablement comme la majorité des gens qui écoutent Radio Courtoisie, pensent et savent déjà que cette politique est la politique du pire. Mais à un moment donné, il va y avoir une curiosité, une ouverture, une attention, la volonté de trouver des solutions pragmatiques. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrit le mouvement pour la remigration, c'est-à-dire la volonté de proposer, de construire des solutions maintenant, de les faire entendre de façon calme, réfléchie et argumentée aujourd'hui, pour que le moment venu,
elles puissent être acceptées et elles puissent constituer réellement des alternatives de programme. Voilà, c'est l'objet de ce mouvement. Il a été créé le 21 septembre. Il est en plein développement. On reçoit énormément d'adhésions parce que je pense que ce qu'attendent les gens maintenant, aujourd'hui, c'est pas tellement des excès de langage, ni des passions supplémentaires, parce qu'on sait que depuis 40 ans, ça n'a servi à rien, mais simplement une approche qui soit une approche méthodique et pragmatique sur ces questions. Alors, en fait, c'est pour ça que j'appelais reconstruire sur des ruines, si vous voulez. Oui. Parce qu'en fait, on pourrait dire que ce que vous appelez, enfin, votre mouvement, le mouvement pour la remédiation, bon, ça fait allusion, je ne sais pas si je me trompe, au livre, enfin, la formule de Renaud Camus, Le Grand Remplacement, qui lui est plutôt quelque chose de négatif. Alors que vous êtes fait de la mouvement pour la remédiation, vous essayez de le présenter comme quelque chose de positif. Vous essayez de construire au lieu de vous attarder sur les malheurs de la France de toujours. Bon, pour vous le dire un peu de façon un peu familière, la pleurniche fait pas tellement partie de mon logiciel, de mon mode de fonctionnement habituel. Donc j'aime bien, vous savez, pendant des années, les gens qui ont été confrontés à ces problèmes-là ont subi de façon prégnante, sensible, difficile parfois, ce qui se passait autour d'eux, la violence, l'abus, l'injustice générale de cette politique-là contre la population française. Et je pense que cette politique a produit énormément de souffrance déjà. Cette souffrance a produit aussi, a fait émerger des personnalités sensibles qui se sont retrouvées portées par l'actualité ou par leur talent parfois, sont retrouvées à s'exprimer publiquement. Simplement, c'est pas parce qu'on dénonce un problème qu'on a les moyens concrets de pouvoir le résoudre. Ça se saurait. Vous connaissez bien sûr le mythe de Cassandre, qui voyait toujours ce qui allait se produire, mais ne pouvait jamais l'empêcher. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé depuis 40 ans. Les individus qui se sont multipliés dans des formations politiques ou ailleurs et qui ont pris conscience du gouffre vers lequel nous entraînait cette politique-là, l'ont parfois bien décrit, bien compris, mais n'ont pas toujours compris ce qui était, et peut-être que les temps n'étaient pas prêts non plus, parce que comme je vous l'ai dit, les peuples réagissent dos au mur. Hein. Il n'y aurait pas eu la Révolution française s'il n'y avait pas eu des difficultés d'approvisionnement en farine à Paris, enfin vous connaissez cette histoire. Il y a un travail de fond qui a été fait, un travail sensible, de réaction, mais je crois que malheureusement, le temps n'est plus à la réaction, n'est plus à la passion. Il faut inscrire notre action. Si en tout cas maintenant, si on pense que c'est vraiment le problème vital, et je pense que c'est le problème vital et urgent à résoudre, eh bien, je pense qu'il faut inscrire notre travail, ce travail, dans la durée de l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire avec la perspective évidente, certaine, de l'effondrement, de la dégradation, de la dislocation rapide de cette société dans les années qui viennent, probablement dans les 15 à 20 années qui viennent. Alors, peut-être avant. Oui, justement, parce que votre ouvrage dépasse largement, on va en parler, le problème de la remédiation. En fait, c'est une analyse d'un peu tous la manière dont la société est construite. Je voudrais, par exemple, qu'on aborde, parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare, je dirais, dans notre famille de pensée au sens large, c'est votre analyse écologique de la société que vous mettez en prise avec vos différentes idées en expliquant la conception de la véritable écologie, et vous dites qu'elle est totalement dévoyée, que, mis à part quelques personnalités, Europe Écologie Les Verts correspond à une fausse écologie, qui est un thème que vous avez beaucoup creusé, puisque vous avez été en relation pendant, je ne sais pas, au moins une décennie avec Edward Goldsmith, oui, qui peut être considéré comme le père de la véritable écologie, très influente en Grande-Bretagne. Oui, et qui avait failli, qui dirigeait The Ecologist, et qui avait failli s'installer en France pour lancer le mouvement. Et je pense que s'il s'était installé en France, l'écologie en France n'aurait pas du tout la même couleur qu'elle a aujourd'hui. Vous passez, je sais, à un moment, vous citez parmi les rares personnes intéressantes, vous parlez d'Antoine Wechter, par exemple, oui, qui était quand même au début de quand même relativement au début de l'écologie politique, même s'il y avait eu plusieurs candidats avant lui. Il y avait eu Brice Lalonde, et avant, il y avait eu, j'ai un trou de mémoire, cet ingénieur qui était le premier candidat écologiste. Bon. Mais Antoine Wechter avait quand même réussi à avoir une influence importante. Il venait de la véritable écologie, les associations de protection de la nature, etc. C'était pas un ancien trotskiste, quoi.
clairement. Je vous laisse la parole, parce que justement, vous avez articulé ça avec des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, même si certains groupes, par exemple aux États-Unis, les groupes par exemple de protection de la nature, qui sont très influents, sont opposés à l'immigration, par exemple mexicaine principalement, les Chicanos, ils expliquent qu'en réalité l'écologie repose sur l'équilibre un équilibre général de la nature, de la terre, et donc un équilibre des populations. Donc... Oui, c'est assez bien dit. Je trouve que vous venez de le résumer tout à fait, de façon tout à fait. C'était tout à fait ça. C'est pas un livre sur l'écologie, évidemment, c'est un des sujets que j'aborde, mais on va dire, je reviens sur cette question-là, parce que vous le savez, elle me tient à cœur depuis longtemps. Ce que j'ai appris de l'écologie, comme d'autres choses, puisque j'ai évidemment d'autres sujets, d'autres passions, comme chacun, ce que j'ai appris de l'écologie, c'est le contexte, c'est que c'est la science des contextes. C'est une science au départ qui se crée avec la volonté d'étudier des animaux qui ont été prélevés un peu partout, au Galapagos, vous connaissez l'histoire de Darwin, mais un peu partout dans le monde, que les scientifiques les amènent dans leur laboratoire, essaient de comprendre pourquoi ils ont telle forme, tel aspect, tel régime alimentaire, tel comportement, etc. Et s'aperçoivent très vite, parce que ce ne sont pas des idiots, qu'on ne peut pas comprendre un être vivant si on l'extrait du cadre de développement de son écosystème initial, c'est-à-dire de l'environnement auquel il est adapté. Pour l'homme, qui n'est pas stricto sensu un animal, mais qui l'est par certaines fonctions aussi, l'adaptation, on va dire, notre rapport au monde est un rapport en partie naturel et en partie culturel aussi. Mais l'écologie, c'est en fait le moment où précisément le monde scientifique commence à comprendre qu'on ne peut pas comprendre la vie hors des contextes de l'environnement, du milieu. On parle de milieu à l'époque, on ne parle pas d'environnement, qui est un anglicisme tardif. Un biotope. Voilà, un milieu, un biotope. Et qu'on ne peut pas comprendre le vivant, les communautés vivantes, qui est la science des communautés. On ne peut pas comprendre les communautés vivantes sans les étudier en contexte. C'est donc une approche, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais c'est une approche qui est par définition et même principalement, initialement, on va dire principiellement, une approche qui remet en question l'approche utopique. Utopique ou topos sans le lieu. L'utopie, c'est précisément cela, c'est-à-dire c'est la capacité de produire des idées, des solutions, bref, de tout, mais de le faire sans se reposer, sans contexte, en quelque sorte. Les Grecs auraient dit que ce qui n'a pas de lieu est absurde, et évidemment, on pourrait toujours le dire, je pense. Et l'écologie, c'est l'inverse de cela. C'est précisément l'inverse d'une démarche utopique. C'est une volonté toujours d'étudier les phénomènes. Et c'est cela que j'ai retenu, moi, de l'écologie. C'est peut-être un petit peu la façon dont je raisonne d'une façon générale aussi. C'est qu'il faut toujours étudier les problèmes auxquels on est confronté dans le contexte précis dans lequel ils se posent et non pas de façon abstraite. Voilà. Oui. Et évidemment, vous parliez d'Edward Goldsmith. Edward Goldsmith est le père fondateur de l'écologie, on va dire, en Europe. Mais il y a eu énormément de je dirais, de théoriciens de l'écologie ou de créateurs de l'écologie politique ou non dans le monde. Ce qu'on sait, bien sûr, c'est que l'écologie a été très largement dévoyée en France. J'explique en quoi elle l'a été. Je donne d'ailleurs des exemples tout à fait construits et utiles, à mon avis, au personnel politique qui, j'espère, se servira de ce livre pour retourner, je dirais, en boomerang les prétentions à représenter l'écologie politique de ce mouvement qui est Europe Écologie Les Verts, qui n'est qu'un ramassis de tartuffes qui n'existent et qui ne doivent leur crédibilité qu'à la couverture médiatique que l'on leur donne, mais rien de plus, rien de moins. Alors, ce qu'il y a, c'est un des éléments. Bon, vous vous êtes intéressé, bon, comme d'autres personnes, un peu curieuses, vous êtes intéressé à la décroissance. Oui. Bon. Et qu'on peut dire qu'il est représenté en France par La Touche, le MOS, Mouvement Antiterroriste, Sciences Sociales. Ou la revue La Décroissance. Bon. Oui. Et vous définissez pas du tout comme décroissant. Non. Hein. Je dirais que vous définissez... on pourrait dire que vous n'utilisez pas le terme, mais vous dites pour une autre croissance. C'est un peu dur. Non, mais si vous voulez, comme il y a les anti-mondialistes et il y a les altermondialistes. Ouais. Je dirais que vous êtes plutôt pour une autre croissance. Vous n'êtes pas pour le retour à la bougie, interdiction de l'automobile. Non, mais un peu les thèses. On me rappelle, il y a un auditeur très cultivé, qui me dit que le premier candidat qui a été candidat en 74, c'était René Dumont. Oui, Dumont. Bon, et qui lui était partisan de thèses qui sont pas forcément ridicules, comme très malthusienne, avec une réduction des populations, etc. Et dont on oublie curieusement toujours de rappeler qu'il fut quand même ces grands textes, tous les premiers textes il les a publiés dans les revues de Vichy, puisque il prenait le retour à la terre. Voilà. Oui, c'est pas faux, évidemment.
Cette question de la décroissance, c'est une question de vocabulaire. Vous savez, quand on parle de problèmes d'immigration, il y a des gens qui sont plutôt en train de vous parler du grand remplacement et d'autres qui vous parlent plutôt de leur migration. Et quand on vous parle de la question de l'économie et de la question de la subsistance, il y a des gens ou de l'écologie, ou de la protection de la nature, il y a des gens qui vous parlent plutôt de la décroissance. Et puis... il y a des gens qui vous parlent davantage de localisme. Bon, moi je suis plutôt dans la recherche de solutions, de propositions, et j'essaye toujours de présenter les problèmes que j'aborde de façon à ce qu'ils puissent être saisis et réglés, et non pas pour alimenter, je dirais, les plaintes supplémentaires ou les dénonciations supplémentaires. Je pense que le monde intellectuel, la pensée française n'a pas besoin de Laurent Ozon pour savoir ce qu'il faut penser de l'économie virale, de l'économie cancéreuse, tumorale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une économie destructrice, globalement. Et nous savons tous bien, je pense, plus ou moins confusément que ce système économique ne fonctionne pas bien, mais je ne crois pas du tout que le concept de décroissance, en tout cas je le trouve très polémique, je le trouve très problématique pour de nombreuses raisons que j'explique rapidement dans ce livre. Je ne crois pas que ça soit la bonne façon d'aborder ces questions-là, je pense qu'il faut les aborder avec des propositions concrètes et c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, justement, par exemple, l'exemple du localisme, par exemple, parce que souvent, le localisme, on le rapporte à, en gros, les AMAP, le fait d'acheter, d'avoir une espèce de panier de légumes fait avec acheté à moins de 30 km de l'endroit où on habite, etc. Bon, mais vous êtes beaucoup plus large. J'aimerais par exemple que vous développiez un tout petit peu, par exemple, le problème de l'emploi avec le localisme. Je trouvais que c'était assez intéressant ce que vous disiez. Je me souviens plus de quel département. Vous citez une étude dans un département et vous dites que justement personne n'a réfléchi à cette question, mais c'est un exemple. Ça serait un bon exemple d'application du localisme. Oui, dans ce livre, j'aborde la question en fait de la question de la relocalisation des activités humaines d'une façon générale, pas simplement pour ses effets positifs escomptés sur la question économique, mais sur ses effets positifs escomptés sur la question sociale, de la participation démocratique, etc. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples que vous comprendrez aisément. Lorsque vous payez des impôts et des taxes aujourd'hui, vous contribuez en fait à alimenter un système social de redistribution dont vous ne contrôlez pas la distribution. C'est-à-dire en clair, vous êtes contraint de verser de l'argent à un dispositif de redistribution qui l'affecte selon son bon vouloir, évidemment contre votre avis, sans que vous n'en soyez jamais remercié, évidemment, et sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est-à-dire, en clair, il n'y a rien de plus démotivant. C'est-à-dire, imaginez que demain, vous vouliez aller voir des gens pour leur demander un soutien, voilà, parce que vous voulez... Voilà. Ces gens sont contraints de vous donner de l'argent, donc d'abord, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est le système des impôts. Cet argent va alimenter, en fait, des dispositifs de financement pour des choses que vous contestez. Vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont est dépensé cet argent et vous n'en êtes jamais remercié. C'est-à-dire que vous êtes condamné à continuer à payer, voire éventuellement être contrôlé, éventuellement même retaxé si vous payez un peu en retard. Mais vous êtes dans une situation où en fait tout est construit, tout se construit pour que le dispositif d'impôt qui existe dans toutes les sociétés tout le temps et que je ne remets pas en question, deviennent en quelque sorte une usine à fabriquer un dispositif, à fabriquer de la rancœur à l'égard des institutions collectives. Le résultat de cela, alors évidemment, on connaît les causes de tout cela, bien sûr, mais la relocalisation des activités humaines, c'est une façon, c'est notamment autour de ces questions-là, mais autour d'autres aussi, en quelque sorte, de relocaliser aussi l'affectation des décisions que l'on prend. Par exemple, pour les impôts, on peut parfaitement imaginer, c'est une des propositions que je fais depuis déjà quelques années, le principe d'une détaxation de la proximité. Vous savez que vous payez de la TVA, vous payez de la TVA sur des marchandises. Imaginez demain, parce que des politiques se seront chargés de le mettre en œuvre. Imaginez demain que que les produits qui ont été fabriqués dans votre ville et qui sont vendus à la population de la ville n'aient pas de TVA, parce que vous ne pouvez pas vous la faire rembourser, vous, la TVA. Vous êtes un individu, quand vous payez la TVA, contrairement à une entreprise qui peut déduire cette TVA de ses achats, vous achetez le produit TTC, toute taxe comprise. Eh bien, imaginez que demain, les produits qui sont fabriqués localement et vendus localement soient détaxés. Que ceux qui sont vendus au niveau du département aient une TVA de 5%, ceux au niveau de la région une TVA de 10%, ceux qui sont dans le pays, produits dans le pays de 15%, etc. Et que ceux qui viennent hors de l'Union européenne soient taxés à 40% de TVA.
Eh bien, si on appliquait, alors je vous l'explique de façon un peu simpliste parce qu'on n'a pas le temps de détailler et qu'on n'est pas là pour faire un programme non plus, un programme économique, mais ce que j'essaie de vous restituer, c'est le fait qu'il y a des mesures à prendre, notamment la détaxation de la proximité, qui irait tout à fait de pair d'ailleurs avec une meilleure traçabilité de la production et une meilleure responsabilité des acteurs économiques. Il y a des dispositions à prendre pour favoriser en quelque sorte la relocalisation, non seulement de la production et de la consommation, c'est un peu la logique des AMAP, mais aussi éventuellement la relocalisation de l'embauche. Vous avez 1500 comptables qui quittent les Hauts-de-Seine tous les jours pour aller travailler dans les Yvelines, et vous avez 1500 comptables qui quittent tous les jours les Yvelines pour aller travailler dans les Hauts-de-Seine. Ces 1500 comptables se croisent, ces 3000 comptables se croisent dans des infrastructures routières, dans les embouteillages, dans les transports en commun, avec ce que ça implique de dégradation écologique, de perte de temps, de stress inutile, etc., etc. Parce que rien ne permet aux entreprises, en dehors du fait que quand on embauche plus près, des fois on a plus de chances qu'ils soient là quand il y a une grève de métro. Rien ne pousse réellement les entreprises, en quelque sorte économiquement parlant, à embaucher localement. Eh bien, imaginons que demain, selon la même logique, une partie des charges salariales soit elle aussi indexée sur le degré de proximité des personnes. Ce sont des propositions, c'est une des propositions que je fais, mais il y en a évidemment d'autres. La logique, c'est quoi ? C'est que tout ce qui permettra de relocaliser les activités humaines, de leur donner en quelque sorte la possibilité de s'exercer dans un cadre de proximité et un cadre de transparence et de traçabilité, permettra globalement d'améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et si je peux simplement faire un dernier petit commentaire à ce sujet-là, parce que je suis obligé d'aller très vite, dans les années que nous allons vivre, les années prochaines que nous allons vivre, sauf miracle, mais je n'y crois pas trop, la situation économique de la France va se dégrader. Il y aura des tensions sociales, il va y avoir tout un tas de problèmes, et il se pourrait même parfois qu'à un moment ou un autre, il y ait des volontés politiques qui adviennent et qui cherchent en quelque sorte à reprendre le destin, permettre aux Français de reprendre leur destin en main. Aujourd'hui, la France est dépendante. La France est dépendante de ses importations d'alimentation pour bétail, de ses importations de médicaments, de ses importations de ses brevets, de ses technologies, de ses boulons. La France est, comme toute l'Europe occidentale en quelque sorte, imbriquée dans un dispositif de production internationale qui fait qu'elle n'a pas, que son autonomie réelle est faible. Et que la meilleure façon d'être souverainiste aujourd'hui, c'est-à-dire de rechercher, de vouloir en quelque sorte maîtriser notre destin politique, dépend aussi de notre capacité à nous nourrir demain matin, eh bien, il y aurait déjà, avant par exemple de changer de monnaie, ce qui peut être une solution, on pourrait en parler, mais avant de changer de monnaie, il y aurait déjà une contrainte à intégrer, c'est que si demain matin, les États-Unis, qui ont, je crois, ces 30 dernières années, mis 97 pays différents sous embargo, 97 pays différents. Hein. Si demain, par exemple, les États-Unis ou d'autres pays décidaient d'un embargo ou de difficultés d'approvisionnement pour cause de volonté de changer de monnaie ou de sortir du système financier ou de sortir des institutions bancaires internationales ou de l'OTAN, décider demain de rendre difficile l'approvisionnement pour la France d'un certain nombre de matériaux, de technologies, de produits dont elle a besoin, eh bien, ça pourrait être très difficile. Si demain, ces difficultés portaient sur des produits de subsistance, c'est-à-dire ce qui permet au quotidien aux gens de se nourrir, de se loger, de se soigner, alors la pression serait immédiate et nos capacités de réaction extrêmement faibles. Je pense donc que le localisme, c'est-à-dire la relocalisation des activités humaines, notamment sur le plan économique, est une façon d'anticiper, d'aborder, sans attendre un grand soir électoral, très rapidement, d'anticiper ces problèmes-là et de nous donner les moyens de mieux maîtriser notre économie dite de subsistance, au moins pour commencer, de façon à produire chez nous ce qui est bon pour nous, ce qui nous permettra peut-être aussi un jour de décider chez nous de ce qui est bon pour nous. J'avais publié il y a longtemps, afin de recouper votre propos, j'avais publié il y a au moins une quinzaine d'années une carte qui avait dû paraître dans Newsweek sur les points noirs du monde, et notamment les points noirs du monde en Europe, les foyers de tension. Ouais. Donc à l'époque, il y avait par exemple, il y avait encore l'Irlande du Nord, il y avait les tensions dans les Balkans, et ce qui était quand même extraordinaire, je répète, c'était dans Newsweek, vous aviez Marignane, Orange et Toulon, qui étaient mis au même niveau pour la population américaine qui lisait Newsweek. Oui. Je crois que c'est assez parlant. Moi, je me souviens très bien de Jean-Marie Le Pen me disant, il y a
peut-être une quinzaine d'années, me disant on m'accuse toujours de ne pas vouloir prendre le pouvoir. C'est pour ça que quand je lis les livres qui disent que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas du pouvoir, ça me fait doucement rire. Ce qu'il me disait, il me disait toujours, mais comment veux-tu qu'on puisse le tenir ? C'est ça. Parce qu'il me disait, on sera mis au banc de l'Europe, on aura 10 millions de personnes dans la rue, les Américains et leurs CI, les banques internationales, retireront leurs fonds français, etc., etc. Et c'est toujours si on nous enverra pas les parachutistes de l'OTAN, quoi. Il disait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le mouvement social avec nous, parce que comme ça, on n'aura que les enseignants et les permanents CGT qui seront dans la rue, donc ça ne représentera pas grand monde, et il faut qu'on ait une vraie crise. Voilà. Je pense qu'il avait il a toujours une très bonne vision des choses. Oui, il y avait un reportage hier soir de Monsieur Moatti qui se terminait par adieu Monsieur Jean-Marie Le Pen. J'avais envie de dire surtout adieu Serge Moatti, parce que une chose est certaine, c'est que Jean-Marie Le Pen sur ces questions-là avait vu juste. Il y a de fait aussi des problèmes qui ne peuvent pas être réglés. Vous savez, c'est comme un peu, vous arrivez devant une porte, la porte est fermée et parce que c'est pas le moment. Et puis vous arrivez à un autre moment, mais la porte est ouverte. Il y a des moments où il y a des boulevards. Voilà. Et donc il y a aussi des moments où les choses peuvent être réglées, les problèmes peuvent être abordés, et d'autres moments où ça n'est pas possible. Alors pour creuser un petit peu, pour continuer juste dans ce domaine de ce qu'on appelle le localisme, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même rarement abordé. Oui, la relocalisation des activités humaines. Oui. Vous dites vous-même, enfin vous écrivez que la solution n'est ni dans le commerce, enfin la solution n'est pas apportée ni par le commerce équitable, ni par la culture biologique. Vous dites par exemple, enfin, ce qui est assez marquant, vous dites que importer des produits biologiques d'Asie, d'Afrique ou d'autres pays d'Europe, il vaut mieux commencer par pratiquer le localisme réel localement. Oui. Et le commerce équitable, si on fait venir de 6000 km même des haricots qui ont été produits équitablement en Argentine, il vaudrait mieux les produire en France. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, alors oui, effectivement, on peut dire ça. Vous dites bien que, parce que souvent, on confond un peu la décroissance, le localisme, les produits bio, et vous dites, non, il n'y a pas de lien étroit entre. Alors, ce sont trois trucs différents, en fait. Le localisme, c'est l'idée qu'il faut mieux relocaliser les activités pour mieux les contrôler, mieux les maîtriser et garder de l'autonomie vivrière, de l'autonomie de subsistance, etc. Je m'en suis déjà expliqué, j'y reviens pas. Ensuite, on a la question de la maîtrise. Derrière la question du localisme, il y a la question de la souveraineté. La souveraineté est pour les collectivités ce que la liberté est à l'individu. C'est la possibilité de pouvoir prendre ses décisions, pouvoir être autonome, de pouvoir prendre des décisions que l'on a à prendre et ne pas être sous la pression, sous le pouvoir ou sous l'emprise d'autres forces, d'autres pouvoirs, d'autres pays, d'autres communautés. Donc c'est évidemment une question clé. Aujourd'hui, effectivement, le commerce dit équitable, et c'est surtout un commerce qui vise, en fait, à vous vendre des produits qui ont été fabriqués, soi-disant écologiquement, à 7000 km de là. Alors, c'est certainement très positif pour les communautés en question qui les fabriquent en Uruguay ou je ne sais où, mais qui ont quand même fait 7000 km en avion pour arriver sur vos marchés. Ce qui ne me semble pas être ni particulièrement localiste, ni particulièrement souverainiste. Quant à l'aspect purement écologique de la question, j'ai quelques doutes, comme vous l'avez compris, sur le fait qu'un paquet de café qui a fait 7000 km en avion soit réellement un produit écologique. Bon. Maintenant, sur le bio, c'est une autre question. Le bio, c'est quoi ? Ce qu'on appelle le bio, c'est, en clair, la volonté de produire des aliments en sortant du modèle d'agriculture intensive, voulu par les institutions européennes et voulu aussi par les Américains et par les multinationales de l'agroalimentaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce dispositif a résolu un certain nombre de problèmes. Il a permis une augmentation phénoménale de la productivité, mais en a posé beaucoup d'autres. Il a posé des problèmes d'environnement, des problèmes de santé, des problèmes d'autonomie et de souveraineté aussi, puisqu'aujourd'hui, vous savez que nos paysans ne peuvent plus garder leurs semences pour eux-mêmes. Ils sont obligés de les racheter tous les ans à des firmes multinationales qui leur revendent en permanence des semences, qui leur vendent les produits phytosanitaires. Phytosanitaire, c'est un joli mot pour dire poison, qui leur permettent de les faire pousser et de les utiliser. Et aujourd'hui, on va dire que l'essentiel de la production est globalement une production polluée, sous contrôle des firmes multinationales, Cargill, Monsanto, etc., etc. Et que tout ce qui permettra demain aux Français et aux Européens, je vous rappelle que l'Autriche, c'est 25% de ses terres cultivées en bio. 25%. C'est pas un détail. L'Autriche, c'est pas un pays du tiers-monde, hein.
Voilà. Donc, tout ce qui permettra aux gens, demain, non seulement de produire localement, mais en plus de sortir des modèles, des dépendances à l'égard des multinationales de l'agroalimentaire pour produire sainement, c'est-à-dire, si possible, avec le moins de produits chimiques possible, le moins d'intrants possible, sans faire un retour à l'âge de pierre, mais simplement en utilisant les techniques qui sont les techniques qu'on connaît en matière d'agriculture, encore une fois. Que je sache, l'Allemagne, l'Autriche, qui sont en pointe dans la production agrobiologique, ne sont pas des pays du tiers-monde. Ce sont des gens qui sont tout à fait inventifs et avancés sur le plan technologique. Il y a donc une compatibilité entre l'approche en bio, en matière de production alimentaire, et la relocalisation des activités. Parce qu'on ne pourra pas relocaliser la production, ça c'est certain. On ne pourra pas relocaliser la production tant que nos paysans seront contraints d'acheter des produits pour faire porter d'abord des graines, mais aussi les produits pour les faire pousser. Tant que nous serons dans ces contraintes-là, si demain ces gens-là, la Cargill ou autres, décident de couper les vivres ou d'arrêter d'approvisionner le marché français, ou plus finement, parce qu'ils ne sont pas idiots non plus, vous ne couperont pas les vivres, ils vont vous allonger, ils vont créer une disette en quelque sorte d'approvisionnement qui va faire exploser les prix, etc. Si ces gens-là demain veulent faire pression sur la France, ou sur un département, ou sur un maire, ou sur une région particulière, voire sur toute l'Europe occidentale qui s'est engagée dans un processus de réduction de ces problèmes historiques, et qu'ils veulent demain nous soumettre, ils pourront le faire tout simplement parce que nous ne savons pas, aujourd'hui nous ne savons plus, en grande partie, produire chez nous ce qui est bon pour nous et maîtriser notre destin, notamment notre destin alimentaire. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française et je reçois ce soir, avant mon ami, le marquis, donc notre ami Bonsoir. Jean-Paul Chériguès-Dolmeta, que j'avais oublié de présenter, parce que c'est un permanent de cette édition. Voilà. Alors, donc je reçois Laurent Ozon pour son ouvrage « France, les années décisives », qui vient de sortir aux éditions Bios et qui signera cet ouvrage samedi prochain, donc le samedi 18, de 14h à 18h à l'Ibri Factac, qui est situé 4 rue de Clichy, Paris 9e. Cet ouvrage, d'ailleurs, s'y trouve déjà, donc vous pouvez aller l'acheter dès demain après-midi. Alors, on a toute une série de messages que je vais essayer de synthétiser, je vais en lire quelques-uns, en essayant de les classer un peu dans l'ordre. Donc, en attendant, on va saccager le plateau de Saclay, une terre agricole d'Île-de-France qui a besoin de très peu d'arrosage. C'est un crime contre l'humanité. Il y a beaucoup de pays qui seraient heureux de pouvoir être autosuffisants en agriculture. C'est juste. Excusez-moi. C'est juste. Voilà. C'est juste. Pour régler la question de l'écologie, il faudrait que les Français reviennent à la situation antérieure sous la 4e République, c'est-à-dire se remettre dans un contexte d'une activité de PME, PMI familiale agricole, donc dans tous les domaines et sur tout le territoire. Notre nature est de vivre dans des conditions de peuplement pas trop denses, notre pays le permet. Alors également sur l'agriculture. Voilà. Alors on a eu une intervention d'une autre personne. Je pense que vous serez entièrement d'accord, Laurent Ozon, mais la citation est belle. Dès le milieu du 19e siècle, en Saxe, un anthropologue et ethnologue, Gustave Cosima, disait « À chaque peuple, une culture et un habitat ». Oui, c'est bien dit. Voilà. Alors, on a plusieurs auditeurs qui nous demandent, il y en a un qui nous dit comment, impressionné par la pertinence de ce que dit M. Ozon, comment adhérer à son mouvement pour la remigration, et on a d'autres personnes qui nous disent, mais que signifie le mot remigration ? Alors la remigration, c'est l'inversion des flux migratoires dans un cadre politique construit, rationnel et pragmatique. En clair, c'est pas un slogan qui veut dire foutons-les tous dehors, parce que si c'était ça, ça fait 40 ans qu'il y a des imbéciles ou des gens qui le disent, ou parfois pas imbéciles du tout, mais qui en tout cas des gens qui se limitent à ce type d'argument. Et évidemment, si on pouvait régler ce problème-là avec des slogans, ça serait malheureusement depuis le temps. Donc ça n'est pas cela. Ça n'est pas non plus une volonté de se tromper de combat, c'est-à-dire clairement, c'est un problème qui est un problème de population, et tous les problèmes qui en découlent, que ce soit les problèmes de sécurité, les problèmes de religion, les problèmes, etc., découlent de ce problème initial-là. C'est-à-dire qu'en clair, la remigration, c'est de considérer que le problème est un problème de population. Et que lorsque je vois des barques de subsahariens débarquer à Melilla ou autres, à Lampedusa et ailleurs, la question de savoir s'ils sont chrétiens baptistes, musulmans ou animistes, objectivement, n'est pour moi que très secondaire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas chez eux ici,
ils sont sur nos terres, et que donc notre objectif dans le temps et dans la durée, puisque c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une méthode de travail aussi, c'est de créer les conditions objectives de la remigration. Donc la remigration, c'est l'inversion des flux migratoires, mais ça n'est pas un slogan, c'est une méthode de travail qui est posée, argumentée, construite et méthodique. C'est un mouvement que vous pouvez trouver, bon, si vous allez évidemment sur Internet, bien sûr, mouvementpourlaremigration.fr par exemple, vous trouverez notre site Internet et vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous proposer de travailler avec nous. C'est un mouvement tout récent, le 21 septembre, c'est vraiment il y a 3 semaines, et c'est un mouvement qui reçoit chaque jour de nombreuses adhésions, parce que je crois que les gens ont compris qu'il était temps de sortir malheureusement des passions, je dirais, contre-productives parfois, pour arriver maintenant au travail, et surtout un travail qui soit en prise avec notre actualité, l'actualité des temps futurs, c'est-à-dire celle que nous anticipons tous, c'est-à-dire celle d'une dégradation irrémédiable de cette société qui ne pourra jamais marcher, qui ne pourra jamais fonctionner. Alors justement, vous allez me dire que... Il y a une adresse sinon pour nous écrire. Oui, vous pouvez la donner. C'est 4 Mailles, M-A-I-L, je suis désolé, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un mail, 4 Mailles du Maréchal Leclerc à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, 41 100, donc 4 Mailles du Maréchal Leclerc à Vendôme, ou sur Internet, mouvementpourlaremigration.fr. Bon, je sais bien qu'on ne va pas faire un catalogue des propositions. Enfin, ça sera un peu long, oui. J'aurais juste vous poser une question très simple. Vous parliez justement de ces dizaines de milliers d'immigrés clandestins de toute nationalité, qu'on qualifie improprement de sans-papiers, qui arrivent à Lampedusa. Qu'est-ce que vous en feriez ? Alors, la question ne doit pas se poser comme ça. D'abord... Voilà, donc je m'attendais à votre réponse. Oui, mais... En fait, qu'est-ce que vous en feriez ? Ça si veut dire Non, je voudrais juste vous donner un élément de réponse. L'Australie, j'ai récupéré une affiche de l'Australie aujourd'hui sur un site Internet. C'est une affiche qui est destinée à être collée dans un certain nombre de pays, d'être bien vue, qui est du gouvernement australien, qui monte un bateau au milieu de la tempête, et il est indiqué, très clairement, c'est en anglais, que no way. Donc si vous arrivez en Australie, les gardes-côtes vous repousseront en dehors des eaux territoriales. Tout à fait. Voilà. Que vous n'avez aucune chance d'atteindre le sol, que si vous atteignez le sol, vous serez expulsé par avion. Et donc, les choses sont très claires. Donc, moi, je trouve que c'est très pragmatique. Et au moins, on sait à quoi s'attendre. Et personne ne dit que l'Australie est un pays fasciste, quoi. Bon. Mais au moins, en matière d'immigration, on peut dire qu'ils ont pris des positions claires. Je vois que vous connaissez cette affiche. On a assuré la promotion de cette affiche récemment. Je vais essayer de vous répondre. Le mouvement pour la remigration n'est pas un mouvement politique, je dirais un nouveau mouvement politique destiné à faire en quelque sorte ce que d'autres n'auraient pas fait, etc. Le mouvement pour la remigration est un mouvement politique non électoral, c'est-à-dire qu'il se présente comme complémentaire des autres mouvement politique et surtout de celui du seul, si je puis dire, qui est le Front National, qui a lui vocation à se rapprocher de plus en plus progressivement, qui va se rapprocher des exécutifs et qui demain, dans les régions, dans les départements et peut-être, je l'espère, un jour à l'Élysée aussi, permettra en tout cas de s'approcher de l'exécutif, d'innerver progressivement l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir. Que ce mouvement réussisse à le faire en 1 an, en 5 ans ou en 12 ans, la dégradation générale de la situation et la persistance, la montée en compétences et le recentrage de ce mouvement lui permettront très progressivement, si on n'attend pas de lui qu'il soit un mouvement, si on lui permet de se recentrer, ce mouvement devrait être en situation dans les années qui viennent d'occuper le cœur du dispositif et d'innerver progressivement les exécutifs, le pouvoir en France. Donc, ce mouvement pour la remigration fait le pari d'une situation confuse et d'une déstructuration sociale et économique progressive qui va pouvoir prendre peut-être des tours, un tour paroxystique à certains moments, dans les années à venir. D'un mouvement politique qui s'appelle le Front National, qui lui organise sur le champ électoral et méthodiquement son approche et je dirais sa conquête de l'exécutif, des exécutifs au niveau national, comme d'autres mouvements le font sur d'autres pays. Qu'à certains moments, ce mouvement pourrait être aspiré en quelque sorte par l'actualité ou par un contexte tendu, et que son arrivée au pouvoir provoquera aussi, d'une certaine façon, aussi quelques tensions, très probablement. Que dans le contexte général dans lequel nous allons nous trouver, à ce moment-là, le mouvement pour la remigration, si ce mouvement a bien fait son travail, donc qui n'est pas donc de faire à côté du Front National ce que le Front National devrait faire, mais tout simplement de considérer que le Front National, s'il veut se recentrer, ne doit pas
ne doit plus, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, passer son temps à parler trop d'immigration, tout simplement parce qu'une grosse partie de l'électorat aujourd'hui est plutôt effrayée par ces perspectives-là, que c'est plutôt des thématiques anxiogènes. C'est d'ailleurs ce que fait le Front National depuis longtemps. Les gens qui sont contre l'immigration votent globalement pour le Front National sans que Marine Le Pen ait besoin de revenir tous les 5 matins sur cette question-là. C'est une évidence, c'est un acquis en quelque sorte. Tout le monde sait que le Front National veut faire cesser l'immigration et que le Front National est opposé et veut couper les pompes aspirantes pour en quelque sorte ne plus rendre l'immigration possible et en tout cas plus souhaitable. Ça, c'est le contexte politique. On va dire que ce mouvement va faire son travail d'approche du pouvoir dans les années qui viennent. Simultanément, notre société va se déstructurer, elle va se dégrader, nous allons perdre en compétences, il va y avoir des tensions sociales, des tensions sanitaires, ça peut être une crise sanitaire majeure, on voit se pointer Ebola dans les coins, mais ça peut être d'autres choses. Mais il va y avoir beaucoup de facteurs possibles, beaucoup de convergences catastrophiques possibles qui vont à un moment donné, très probablement, entraîner des phénomènes de décompensation, de tensions importantes dans la société. Simultanément, l'arrivée au pouvoir du Front National, très progressif peut-être ou très rapide, on peut avoir des surprises. Et le mouvement pour la remigration, c'est quoi ? C'est une structure qui, à côté de cela, se dit que au moment où les questions vont pouvoir être posées, c'est-à-dire dans les années qui viennent, au moment où les tensions sont évidentes, au moment où la population se portera et se dira « mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, si nous avons bien fait notre travail, ces solutions pourront être mises en œuvre. Elles seront acceptées et acceptables pour la majorité de la population. Elles seront basées sur des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays, comme les pays du Maghreb. Nous avons tout un tas de propositions et nous souhaitons en fait nous souhaitons que ce mouvement fasse un travail de fond, de provocation au bon sens du terme, provoquer, c'est-à-dire pousser à parler, et en même temps d'argumentation, pour permettre en quelque sorte au grand public, petit à petit, d'anticiper et de rendre acceptable cette idée de remigration, cette idée d'inversion des flux migratoires, qui ne se réalisera pas dans un contexte pacifié, tant que les frigos seront pleins, que Michel Drucker parlera le dimanche midi et que les rues sont calmes, la probabilité pour que les Français se disent un jour qu'il faut prendre ce genre de décision est faible. Il y aura toujours peut-être 15, 20, 30%, mais on aura du mal à être majoritaire sur le plan électoral avec ça. Par contre, à un moment, nous le savons tous, quand la situation sera dégradée, à ce moment-là, si nous avons bien fait notre travail, eh bien, les gens sauront qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que toujours plus d'immigration. Il y a d'autres solutions que toujours plus de libre-échange, que plus de laisser-faire, laisser-passer. Et que la libre circulation des biens et des personnes n'est pas une politique tenable pour un pays, pour aucun pays dans l'histoire, mais pas pour le nôtre non plus aujourd'hui, et qu'il va falloir donc trouver des solutions concrètes. C'est pour ça, et je termine simplement là-dessus, je suis très bavard, vous m'excusez, c'est pour cela que ce que nous voulons faire n'est pas du politique à la place du politique. Nous voulons pas remplacer un mouvement politique et électoral qui existe, qui fait son boulot et qui doit être soutenu par tous les moyens. Je le dis très clairement. Le Front National a des tas de défauts. Tous les partis politiques ont des défauts, mais c'est le seul parti politique qui peut espérer accéder au pouvoir et changer le destin, notre destin dans les années à venir. Notre volonté, c'est d'être à l'arrière et sur les côtés, si je puis dire, de ce mouvement, pour lui permettre, en même temps qu'il se recentre, pour nous permettre à nous de nous adresser à la population et de déployer, de développer, si possible de façon plus rationnelle, plus constructive et argumentée, des actions, des publications, des événements qui permettront à la population demain d'être attentive à nos solutions. Alors, Laurent Ozon, on va continuer notre dialogue, mais précédemment, on va passer le bobino pour la fête de la francophonie et de Radio Courtoisie avec le prix Jean Ferret. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 23 novembre, nous célébrerons le 27e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 23 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferret 2014 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années.
Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 23 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette première partie du libre journal de la Résistance française. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Laurent Ozon pour son ouvrage, France, les années décisives, ouvrage qu'il signera samedi prochain, le 18 octobre, à la librairie Fecta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h. Donc je disais, pendant que l'on passait le bobino pour le prix Jean Ferré, et on a plusieurs messages allant dans ce sens. Certains messages nous disent, par exemple, lorsque vous nous dites que ce système va s'écrouler, je vous trouve bien optimiste, car je doute que l'oligarchie mondialiste, financière et apatride, acceptera facilement de se voir dépossédée de son pouvoir. Qu'en pensez-vous ? Ou par exemple, un autre auditeur nous dit, nous courons à la banqueroute, si la France est encore riches, nous aurons suffisamment de créanciers qui vont nous saigner, comme le Qatar ou les Anglais. Le drame, c'est que la population ne sera plus majoritairement française dans quelques temps. Les Français n'ont même plus l'esprit de résistance, c'est dramatique. Bon, je compléterai avec ce que je développe depuis maintenant plusieurs mois dans Faits et Documents, le bulletin que j'anime. J'ai beaucoup développé la partie économique et financière et sociale. Et dans le numéro qui vient de sortir, donc le numéro du 15 octobre, je fais 2 pages. Bon, je prends pas position. Je mets dossier au bord du précipice, un scénario catastrophe. Et je dis que je me lance rarement dans la politique fiction. Je suis plutôt réputé pour mes analyses plutôt que pour mes prophéties. Même si en général ce que je prévois se produit. Depuis plusieurs années, les auditeurs, les abonnés de Faits et Documents peuvent relire les numéros d'il y a 3 ou 4 ans, ils pourront chercher des erreurs, ils n'en trouveront pas, surtout dans les quelques prévisions que je fais. Mais là, j'ai l'impression, je pense qu'il y a une potentialité réelle pour que l'année prochaine, d'ici, c'est-à-dire avant 2017, c'est-à-dire avant la date normale des élections présidentielles et des élections législatives, la situation financière, je ne dis pas économique et sociale, parce qu'on est dans une période sociale où il y a quand même très peu de greffes. Par exemple, en ce moment, tous les gens qui ont un emploi, ils ont peur de le perdre, donc ils n'ont pas trop tendance à se mettre en grève. Mais je dirais que la situation financière de la France risque d'être catastrophique l'année prochaine. C'est pas moi qui le dis, j'en cite un certain nombre de gens. Je cite par exemple, une grande cassure économique arrive. Les projections pour la fin de l'année 2014 sont très pessimistes. La fin de l'année 2014 sera dramatique pour la France. La situation est extrêmement grave. Le risque réel d'implosion fin 2014 du système économique français est sérieux. L'alarme est déclenchée. La fin de l'année 2014 pourrait vraisemblablement être la fin d'une période économique et institutionnelle. C'est l'éditorialiste en chef des Échos qui écrit ça le 15 septembre 2014. Bon, vous prenez Jacques Attali, qui est connu comme étant un nomade mondialiste, qui a été quand même à la tête de la BERD, etc., et qui dit... Faut-il avouer au pays que les déficits publics ne sont plus sous contrôle et que la France va rejoindre bientôt le triste club des pays dont la dette publique est supérieure à son PIB. Et il explique, la France est le seul pays d'Europe en route vers la faillite et la ruine de ses habitants. Le seul pays traité à juste titre par ses partenaires européens de cigales prétentieuses, de lâches inconscients, de fossoyeurs de l'Union. Vous prenez Christine Cardellan, qui est l'éditorialiste de l'Express, 24 septembre, qui dit « La France est en faillite virtuelle. Si nous devons refinancer notre dette à 3%, un taux encore bas au lieu de 1%, il nous faudra trouver près de 50 milliards d'économies supplémentaires sur un an.
François Fillon, Les Échos, 30 septembre, je crains que la France ne soit à la veille d'un accident financier grave qui pourrait faire éclater la zone euro. Bon, ce sont des thèmes que je développe, mais je dirais que vous n'êtes pas le seul à prévoir une catastrophe, et je dirais même que vous êtes relativement optimiste, parce que je pense que plausiblement, c'est pas sûr, mais elle pourrait se produire très très vite, cette crise. Je pense on se rend compte qu'on est au bout du rouleau. On va être dégradé d'ici moins de 2 mois. Le budget de 2015 de la France, François Hollande et Manuel Valls ont fait la danse du ventre devant Angela Merkel, mais le budget va être examiné par l'Europe. On nous dit toujours too big to fail, enfin trop gros pour s'effondrer. Enfin, il n'empêche qu'on nous dit donc l'Europe Bruxelles n'osera pas condamner le budget 2015 de la France. On nous dit déjà il y a 10 jours qu'il ne serait jamais examiné par Bruxelles. Donc je voudrais savoir si vous ne pensez pas que ça peut arriver très très vite. On dirait que vous ne voulez pas, peut-être vous êtes dans le long terme, mais je pense que plausiblement, ça peut intervenir avant l'été 2015. Oui, alors c'est possible. Simplement, je me souviens très bien que lorsque je travaillais avec Marine Le Pen, on avait reçu des spécialistes de banques, spécialistes financiers internationaux, et qui étaient venus nous expliquer que l'euro allait se casser la figure à l'automne 2011, pardon. Je m'en souviens très bien, c'était des gens tout à fait sérieux, crédibles, voilà, des gens de très bon niveau, qui étaient venus nous démontrer par A plus B que le système euro allait se casser la gueule, donc au mois de septembre-octobre probablement de l'année 2011. Donc, aujourd'hui, la solution qui a été trouvée au problème d'une économie qui globalement est une économie chroniquement déficitaire, c'est-à-dire qu'en clair, on a un système social et économique qui ne se finance plus lui-même et donc qui est essentiellement financé par la dette. Cette dette est contractée auprès essentiellement d'organismes financiers internationaux qui exigent en retour de ce financement, qui est pour l'instant un financement à très bas taux, on est loin des 3%, on est parfois même à des taux négatifs, on gagne de l'argent en empruntant. Ces organisations internationales donc prêtent de l'argent à la France en échange de mesures structurelles d'ajustement qui correspondent globalement au carnet de route en quelque sorte de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de l'État profond américain. Et du nouveau prix Nobel d'économie français. Oui, ils vont tous avec, évidemment. Donc, ces mesures, en quelque sorte, d'ajustement sont demandées en échange du maintien de taux d'intérêt d'emprunt pour la France, et la France est contrainte, en quelque sorte, de mettre en œuvre ces politiques-là, dans une négociation permanente avec ses interlocuteurs financiers, pour continuer à financer une organisation, un dispositif général, social et économique, qui est chroniquement déficitaire, instable, qui l'est de plus en plus. On fait rentrer près de 200 000 immigrés chaque année, qui sont évidemment pas des gens qui viennent travailler en France, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, tout est construit pour que ça continue. Est-ce que ça peut s'arrêter demain matin, après-demain matin ? Je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que ça ne va pas s'arrêter, mais je ne crois pas en fait à un cassage de gueule général, parce que je pense qu'il aurait beaucoup trop d'impact sur la situation générale. Je pense plutôt à une décélération accompagnée, en quelque sorte à une chute maîtrisée par les instances politiques, les instances internationales. Et je pense que cette chute est déjà en cours. On est déjà engagé dans ce processus, qui est un processus que certains appelaient d'effondrement, comme l'effondrement des sociétés complexes. J'avais fait une émission de radio sur ce sujet-là. Excellent ouvrage paru aux éditions Le Retour aux sources. Joseph Tenter, tout à fait, un très très bon livre. Pour répondre très, très brièvement à votre question, aujourd'hui, la situation est maintenue parce que la France continue à emprunter à des taux d'intérêt favorisés auprès d'institutions internationales et auprès de la Banque européenne, qui elle-même produit du papier-monnaie, en quelque sorte à dollariser l'euro. Ça veut dire qu'en quelque sorte, elle émet, elle produit, elle imprime de la monnaie qui ne repose sur rien, un peu ce que font les États-Unis depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'en clair, ils fabriquent du papier-monnaie qui leur sert à financer une dette, en l'échange de laquelle, en quelque sorte, ils continuent à financer un système qui est chroniquement déficitaire, mais qu'ils le financent sous la contrainte, en quelque sorte, de la première armée du monde. Le seul problème de la France, c'est qu'elle n'a pas la première armée du monde. Elle a simplement une capacité de nuisance dans le système financier actuel, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et que c'est sa capacité de nuisance, c'est-à-dire sa capacité de nuisance en cas d'écroulement brusque,
en quelque sorte, qui fait que le système financier européen et le système financier international doit continuer à financer, en quelque sorte, la France, même si, objectivement, tout le monde sait que on finance quelque chose qui ne tient pas la route. C'est un peu comme si quelqu'un venait vous emprunter de l'argent et que vous le voyez partir au casino avec le lendemain matin. Il y a un moment où vous n'avez plus tellement envie de remettre au pot. Hein. Donc là, on est un peu dans cette situation-là. Je crois que les prêteurs, les marchés financiers, comme les institutions européennes, voient bien que la France est dans un système chroniquement déficitaire, font pression sur le gouvernement, sur Sarkozy, sur les précédents et sur celui-là, pour obtenir en permanence des ajustements, des économies, de la rigueur, etc., que la France essaie de vendre tant bien que mal à son électorat, mais un électorat qui ne comprend pas toujours bien la situation et qui est toujours insuffisant de toute façon pour remettre les pendules à l'heure, ce qui veut dire que votre prophétie d'un effondrement très rapide me semble peut-être exagérément pessimiste. Je table moi plutôt, parce que je pense que c'est l'intérêt de la majeure partie des acteurs économiques mondiaux, je pars plutôt sur le principe d'une décélération ou d'un effondrement contrôlé, si je puis dire, d'une simplification, pour parler comme Joseph Stenter, d'un processus de simplification contrôlée, c'est-à-dire de dégradation contrôlée sur à peu près une quinzaine d'années. Ça, c'est si, évidemment, il n'y a pas un grain de sable dans la mécanique. S'il n'y a pas une convergence des catastrophes. Si vous n'avez pas une crise épidémique majeure, une crise sociale majeure, une crise politique majeure, que pour ma part, je pense tout à fait probable dans les années qui viennent. Alors, je crois qu'il faudrait que vous reveniez dessus, parce qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui ont un peu de mal à comprendre vos positions, ou qui vous entendent mal, je ne sais pas. Donc, par exemple, une personne nous dit, votre invité dit que le Front National doit s'allier avec l'UMP. Ah non. Non, mais comment faire ? Sachant qu'ils ont mis en sachant qu'ils ont mis la catastrophe en France et en Europe, ne vaudrait-il pas mieux s'allier avec des anciens chevènementistes, car tous les autres sont infâmes ? Alors, il m'a pas semblé que vous parliez d'une alliance, mais bon, on peut aborder cette question. Vous parlez de l'arrivée progressive au pouvoir du Front National. Ce qui est déjà le cas. Mais est-ce que vous je ne sais pas si vous souhaitez aborder cette question ou non, mais est-ce que vous le voyez dans le cadre d'un rapprochement avec d'autres groupements de population, d'autres partis politiques, d'autres choses comme ça ? Non. Le Front National, de toute façon, est aspiré en quelque sorte par l'incompétence et la déliquescence complète du monde politique français, qui est en fait une classe politique de rusés incompétents qui s'auto-promeut depuis maintenant à peu près une trentaine d'années, et qu'aujourd'hui, je dirais, l'évidence, cette aspiration est très importante. Bon, il n'est pas très facile pour le Front National de suivre ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui doit se doter des compétences nécessaires en termes d'organisation, d'administration, etc., pour être capable d'affronter cette montée, je dirais, vers le pouvoir. Montée vers le pouvoir qui peut se réaliser en 3 ans, d'ici à 2017, ou qui peut prendre un peu plus de temps, avec peut-être, c'est plutôt le scénario que j'anticipe, mais montée en pouvoir que je considère comme probable, même si elle n'est pas absolument certaine, mais que je considère comme probable. Quel que soit le niveau d'imbrication du Front National dans le dispositif, dans l'exécutif en France, il n'y a pas d'accès au pouvoir majoritaire en France, sauf cas de crise majeure, sans des dispositifs d'alliance. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris Marine Le Pen, qui a créé des structures autour, qui ont, on va dire, des identités un peu particulières, un peu spécifiques, Rassemblement Bleu Marine, Ciel, etc., et d'autres avec lesquels demain, je pense, elle pourra établir des partenariats politiques. Il se peut aussi, demain, on peut imaginer une coalition de pouvoir dans laquelle le Front National puisse déléguer des ministres, si bien sûr, évidemment, le programme à suivre convient à ce mouvement. Je ne suis pas devin, je ne suis pas à la tête du Front National, je connais quand même plutôt bien son fonctionnement, comme vous le savez, mais je pense que c'est un mouvement qui, de toute façon, est aujourd'hui, là, au cœur, et chaque jour, si je puis dire, confronté à ce besoin de s'organiser, de faire monter ses compétences en interne, c'est-à-dire d'aller chercher les compétences et de les mettre en œuvre dans les régions, dans les villes, au Parlement européen, etc., et que ce processus va se poursuivre. J'espère simplement que notre contexte de dégradation générale n'ira pas trop vite pour que ce mouvement puisse, le moment venir, se saisir du pouvoir dans des conditions de relative stabilité. Oui, puisque plausiblement, en décembre 2015, c'est-à-dire dans 14 mois, des prévisions plausibles laissent entendre que le Front National pourrait récupérer, par exemple, 2 régions. Oui. Le Nord-Pas-de-Calais et la PACA. Ça paraît plausible. Vous voulez, ça paraît pas impossible, alors que ça paraissait impossible il y a 2 ans.
Oui, mais parce que le travail... C'est pour ça qu'on parle d'une... Vous parlez effectivement d'un grignotage, d'une entrée dans le monde politique réel. Progressivement, avec des étapes clés. Je pense que c'est tout à fait... D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Est-ce que ça va se passer comme sur des roulettes, dans le calme et la bonne humeur ? Je ne crois pas, parce qu'effectivement, il y a quand même en face des gens qui sont... Comme disait l'autre, la République gouverne mal mais se défend bien. Je pense que notre oligarchie d'incompétence... gouverne mal mais se défend bien, donc elle a encore quelques beaux restes, mais je suis assez confiant sur la possibilité Alors évidemment, leur tour. Oui, leur tour. Donc je rappelle, amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française et je reçois ce soir Laurent Ozon pour son ouvrage France, les années décisives, ouvrage qu'il signera à la librairie Facta samedi prochain, le 18 octobre de 14h à 18h, la librairie Facta se trouve 4 rue Clichy, Paris 9e. Alors, je voudrais qu'on aborde un des thèmes qu'on n'a pas du tout abordé. Vous replacez la France, évidemment, dans le contexte européen, tout en étant souverainiste, parce qu'on n'a pas abordé la question. Vous dites bien évidemment que la France n'est pas une île. Et que donc, les solutions ne seront pas exclusivement françaises. Oui, je pense que ça, tout le monde s'en doute un petit peu. Non, mais c'est un des éléments de... Je veux dire, c'est un des chapitres de vous replacer la France, on peut dire, dans le contexte des relations concrètes, c'est-à-dire des dépendances et des relations, des affinités et des dépendances qui sont les siennes à notre époque. Oui. Un des éléments dont vous parlez, c'est que on a l'impression, enfin vous l'écrivez, je ne vais pas retrouver la page, mais que la première mesure ne vous paraît pas être la sortie de l'euro. Oui, alors c'est l'intérêt d'ailleurs d'être là où je suis, c'est-à-dire que étant à côté, et produisant, mais donc j'écris ce que je veux et donc effectivement je pense que la question de l'euro, la question de la monnaie est une question centrale, puisqu'évidemment lorsqu'on peut pas produire, lorsqu'on ne maîtrise pas sa production monétaire, on a quelques difficultés et que par ailleurs une monnaie qui n'est pas adossée à une volonté politique claire a aussi beaucoup de mal à remplir son rôle d'outil monétaire. Mais pour faire simple, si je suis très critique sur le mode de fonctionnement, la gestion monétaire de l'euro, je suis aussi persuadé d'une chose, c'est que la question de la souveraineté, c'est-à-dire du recours à la souveraineté, ne se posera que dans l'ordre des besoins de la pyramide de Maslow, d'une certaine façon. Si vos auditeurs voient de quoi je parle quand je parle de pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Vous avez au quotidien, vous devez boire, vous nourrir, dormir, être en sécurité, etc. Et vos besoins, en fait, en quelque sorte, sont de plus en plus évolués. Il n'y a pas de philosophie en dessous de 1400 calories par jour. Exact. Voilà, tout à fait bien synthétisé. Il n'y a pas de philosophie en dessous de peut-être pas de 1400, mais de 1000 calories par jour, peut-être 800 même. Mais évidemment, lorsqu'on a dit ça, on a rappelé simplement une évidence, c'est qu'avant d'engager des mesures politiques pour reprendre le contrôle de notre souveraineté financière, monétaire et autres, il faudra surtout que nous puissions être capables de tenir les pressions évidentes et normales qui ne manqueront pas d'advenir à ce moment-là. J'en parlais tout à l'heure, celle du monde financier international et de ces des multiples prétextes que ces gens, que ces forces trouveront pour mettre la France en difficulté en lui permettant pas d'approvisionner certains médicaments indispensables à son système de santé, certaines denrées indispensables à sa subsistance ou certains matériaux indispensables à sa production industrielle. Et donc la première clé de la reprise de souveraineté, ce sera évidemment la souveraineté de subsistance, c'est-à-dire le contrôle de nos propres moyens de production. Il ne s'agit pas bien sûr de se replier, de se refermer, mais de se souvenir qu'aujourd'hui, nos besoins sont globalement satisfaits, pourraient tout à fait être satisfaits en France et dans l'Europe, et que les partenariats et la confiance dans les relations avec les autres pays européens qui sont autour de nous permettra demain peut-être de tenir dans de meilleures conditions face aux pressions internationales. C'est tout, c'est un constat tout à fait banal que je fais, mais qui est, je crois, partagé par la majorité des gens au Front National. C'est tout simplement une question de priorité. Alors avec cet ouvrage, Laurent Ozon, donc France, les années décisives, donc vous le précisez, qui est votre premier ouvrage, vous visez quel public ? Quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé, avant tout, je pensais en l'écrivant aux militants et aux cadres du Front National. J'ai pensé à eux parce que je sais que c'est un parti dans lequel le travail de formation est difficile à organiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent,
beaucoup de travail, peu de moyens et une grosse pression quotidienne, échéances, etc., etc. Et je voulais faire un livre qui soit une sorte de livre de synthèse, une sorte de petit traité de pragmatisme politique qui permette d'aborder la plupart des questions cruciales de politique de notre époque, et pas que politique, et qui permettent de donner un peu de champ, peut-être un peu de matière aussi pour les aborder de façon plus sereine et peut-être un peu plus constructive. C'est en premier lieu à eux que j'ai pensé, et j'ai pensé, je pense, d'une façon générale, à tous les gens qui m'entourent, que je croise au quotidien, dans ma ville, dans mon travail, etc. On est à une époque où il y a tellement de... Nous sommes tellement saturés d'informations, d'analyses contradictoires, de bruit permanent sur toutes ces questions-là, il est devenu très compliqué d'y voir clair sur tous ces sujets-là. On est vraiment sous le feu en permanence de discours, en permanence contradictoires, qui s'invalident les uns les autres. J'ai voulu faire un livre simple et pratique, et j'espère que j'y suis arrivé. Mon prochain livre qui devrait paraître au mois de janvier s'appelle Remigration. 50 propositions pour rendre possible ce qui est nécessaire. Donc c'est un traité en fait qui parle uniquement de cette question de la remigration. Mais le livre chez Bios, le livre France, les années décisives, est un livre un peu touche à tout, un livre de politique, c'est-à-dire qui aborde les questions qui font l'actualité politique en France et qui la feront, à mon avis, dans les années qui viennent. Oui, donc en fait, vous allez décliner un certain nombre des thèmes que vous abordez par la suite dans des ouvrages qui vont suivre. Voilà, disons que chaque sujet traité dans ce livre-là peut faire l'objet d'un développement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense notamment à la question du mariage pour tous et à la façon dont les élites et l'oligarchie s'attaquent en quelque sorte à la culture populaire, aux préjugés vitaux, aux subjectivités vitales, aux préjugés vitaux de notre culture, pour en quelque sorte détricoter la culture populaire, les fondamentaux de ce qui fait qu'un groupe est un groupe et qui se reconnaît comme tel. Eh bien ça, par exemple, cette question du travail de sape sur la culture et sur nos fondamentaux culturels, nos repères culturels, c'est un sujet qui mériterait des développements, parce que je pense que nous n'en sommes qu'au début. On a l'impression qu'ils ont déjà été très loin, mais je pense qu'il y a encore un gros travail qui se prépare de ce côté-là. Ces gens veulent dissoudre notre culture, dissoudre nos fondamentaux culturels, parce qu'en dissolvant nos fondamentaux culturels, ils tuent la collectivité, la communauté historique qui tient et qui se reconnaît parce qu'elle partage des préjugés et des principes. Lorsque vous n'avez plus ça, lorsque tous les choix sont individualisés, alors il n'y a plus de groupe. Lorsqu'il n'y a plus de groupe, vous n'avez plus qu'à faire à une masse d'individus et de consommateurs informes, vous n'avez plus de corps politique en face de vous, et vous avez gagné la partie. L'art de la guerre, c'est vaincre l'ennemi sans combat. Je crois que la guerre, par exemple, sur les mœurs, est une guerre de 4e dimension qui vise, mais qui est une vraie guerre. Et je pense qu'il y aurait matière, effectivement, à développer un peu plus que je ne l'ai fait dans ce livre. Oui, vous abordez pas, je crois pas que vous citiez le mot, mais ce que vous dites là, ça rappelle assez... C'est ni de droite ni de gauche. On pourrait dire c'est ce que Orwell appelle le common sense. D'une certaine manière, cette espèce qu'on retrouvait dans la classe ouvrière britannique et que... curieusement, qu'on retrouve, qu'on a vu très clairement lors du vote du mariage gay dans les populations des territoires d'outre-mer, où les seuls députés socialistes qui sont clairement opposés étaient ceux de Martinique et de Guadeloupe, avec une société plus traditionnelle qu'on n'a pas du tout. Et on a vu, et les seuls députés qui soient vraiment montés au créneau aussi de l'UMP étaient plutôt... de Martinique et de Guadeloupe, et après, il faut pas... Enfin, je pense qu'on ça s'est un peu développé à Radio Courtoisie. C'est pour ça que j'invite de temps en temps, on me l'a assez reproché, Farida Belgoul à ce micro, mais qu'un certain nombre de membres issus de ce que... on pourrait dire des Français de branche, comme certaines personnes disent, ne sont pas encore rentrés dans ce système totalement mondialisé avec une absence de valeur. Oui, il est clair que les populations halogènes extra-européennes qui sont aujourd'hui sur notre territoire ne sont pas totalement déstructurées socialement, pour une partie d'entre elles, et que celles-là réagissent tout à fait normalement, comme n'importe quel peuple traditionnel, face à ce qui leur semble être une aberration. Je suis très content quand même, je vous rappelle que moi, ce que j'ai vu dans les manifestations pour tous, c'est une population très homogène et très française manifester. J'ai été très content de voir cela. Je pense que ça a intéressé d'ailleurs énormément de pays dans le monde, énormément de personnes dans le monde. C'était un grand moment de fondateur, et j'espère que ce moment n'est qu'un début, parce que, encore une fois, je crois que derrière cette guerre
sur les valeurs, cette guerre sur les institutions comme le mariage, etc., ça n'est pas simplement une question de valeurs, de mœurs ou de choix individuels qui est en question, ou de liberté individuelle, c'est vraiment la déstructuration, la casse, la guerre à la culture populaire, à ce qui fait la culture populaire, les préjugés de la culture populaire, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont les nôtres. Et donc je suis persuadé que c'est notamment l'une de ces peut-être affaires dans les années qui viennent que pourront encore se cristalliser des mouvements sociaux d'importance. Je l'espère en tout cas. Alors justement, vous me disiez que vous aviez entamé en fait un cycle un tour de France de conférences pour présenter votre ouvrage. Oui, en fait, j'ai reçu tout à l'heure la liste des villes dans lesquelles je suis censé dédicacer mon livre et intervenir sur les questions de la remigration. Donc je l'ai reçu tout à l'heure et je l'ai là devant moi. Donc je dois intervenir le 5 novembre à Strasbourg, le 10 novembre à Nice, le 18 novembre à Lille, le 27 novembre à Montpellier. Ça, c'est que pour le mois de novembre, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres, évidemment, dans les semaines et les mois qui suivront. Moi, j'invite simplement les auditeurs qui souhaitent participer, puisque je crois que maintenant, Radio Courtoisie est internationale, et donc il y a peut-être des gens qui nous écoutent dans ces villes-là. Je pense que s'il y a des auditeurs qui souhaitent assister à ces réunions, à ces conférences, sur la remigration, ils peuvent se rendre sur notre site mouvementpourlaremigration.fr. Je crois que vous répétiez quand même le titre de votre... Il est assez long. Hein. Quoi ? Le nom de votre site internet. Mouvement pour la remigration. Voilà. .fr. Mouvement pour la remigration.fr. C'est là où on trouvera l'essentiel des données. Voilà, donc il y a une façon de s'enregistrer qui est très simple, très pratique, qui prend 10 secondes et qui permet de laisser vos coordonnées, donc de recevoir toutes les informations sur les conférences qui se dérouleront. Est-ce que vous avez également un site pour Maison Commune ? Oui, mais Maison Commune n'est pas une organisation, je dirais, de public. C'est en fait une organisation de formation. Donc oui, mais il peut y avoir des auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, alors ils trouveront ça aussi parfaitement. Google est votre ami, comme dirait l'autre. Donc ils pourront trouver ça facilement sur Internet. Est-ce que vous avez une réunion, parce que vous ne l'avez pas cité, est-ce que donc ce sera sans doute en décembre, vous prévoyez, ou en novembre, une réunion à Paris ? Oui, dans les Yvelines, très probablement. Il y en a une qui est en cours d'organisation. Je n'ai pas encore la date, malheureusement. La meilleure façon de se tenir au courant de toutes ces réunions, il y en a beaucoup, c'est de s'enregistrer sur le site de façon à recevoir les informations. Donc Laurent Ozon, je vous remercie. Donc je recevais dans ce libre journal de la Résistance française de Radio Courtoisie, Laurent Ozon pour France, les années décisives, aux éditions Bios, ouvrage que Laurent Ozon signera ce samedi 18 octobre, de 14h à 18h, à l'Ibri Fecta, qui est situé 4 rue de Clichy, Paris 9e. Et on se retrouve après la coupure technique. Ah, vous aviez encore un mot à dire ? Oui, non, on vient de me rappeler là en coulisses. On vient de me rappeler que il y a une réunion donc qui s'est tenue le 21 septembre de fondation du mouvement pour la remigration, que la deuxième réunion nationale du mouvement pour la remigration se déroulera le 24 janvier à Paris, 24 janvier 2015 à Paris, et c'est une réunion dans laquelle nous attendons plus de 400 personnes. Donc là, pour s'inscrire, c'est aussi facile à partir du site mouvementpourlaremigration.fr. Merci, à tout à l'heure. C'est moi.